Donc, on a lancé l'enregistrement. Donc, je vous propose qu'on commence tranquillement le temps que les dernières personnes arrivent. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, dénutrition, un enjeu pour la qualité de vie. Alors, j'arrive à passer mes slides. Voilà. Donc, le webinaire, on a la chance d'être accompagné par le docteur Gaël Durel qui se présentera, hein, mais qui est vice-président de l'ANCOR et qui nous accompagne sur ce webinaire. Et sinon, moi, je suis Estelle Borriès-Pérignac, donc diététicienne au CAPS Bretagne. Ma collègue Brigitte présentera rapidement ce qu'est le CAPS Bretagne tout à l'heure. Tout à fait. Et Brigitte Armand, je suis cadre de santé, chargée de mission au CAPS médico-social et secteur personnes âgées. Et Cathy. Pardon. Et Cathy, je suis assistante au CAPS. Donc voilà. Et puis juste, mais maintenant on est tous très habitués au webinaire, donc bon, essayez plutôt de conserver vos micros coupés pendant le webinaire. Si vous avez des difficultés de connexion, effectivement, vous pouvez limiter le nombre de pages ouvertes. On vous invitera à poser vos questions tout au long du webinaire dans l'outil discussion ou chat en bas de votre écran. Et si vous souhaitez prendre la parole, vous avez donc soit vous posez au fur et à mesure dans le chat, et puis sinon, à la fin, vous pourrez sélectionner la petite main levée pour lever la main et puis qu'on puisse éventuellement vous donner la parole. Et comme vous l'avez vu, le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, bien, il faut couper votre caméra. Et la dernière chose, et Cathy, je te laisse peut-être présenter l'utilisation de l'outil Kahoot. Oui, tout au long du webinaire, en fait, on va l'animer avec l'outil Kahoot. Donc, c'est un outil en ligne. Donc, on va vous inviter à répondre à des questions où vous aurez besoin de votre smartphone. Quand on va lancer l'application, il y aura un QR code à scanner, donc qui vous amènera sur l'application, qui vous demandera de vous identifier. Et faudra laisser ouvert l'application tout du long du webinaire puisqu'on va poser des questions à intervalles différents. Voilà, donc on va le lancer, on va le tester avec une question un peu entraînement. Donc je vais partager mon écran et vous inviter. Donc Cathy est en train de lancer. Donc moi j'en profite pour vous dire que effectivement on est partenaire hein, du collectif de lutte contre la dénutrition et que c'est dans ce cadre-là et dans le cadre de cette semaine de lutte contre la dénutrition qu'on vous présente ce webinaire. Donc vous voyez à l'écran le fameux QR code dont parlait Cathy. Donc on vous laisse le scanner tranquillement avec votre smartphone. Je vais le faire en même temps. Et ensuite, on va vous demander de mettre normalement un petit pseudo, si je ne me trompe pas. Voilà, on vous laisse mettre votre pseudo. On voit que ça apparaît. Il y a Pitaya 974. Il y a la réunion. Bon, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était lors d'un congrès avec Cathy et on a eu Beyoncé. Ouais. Donc, bon, on a l'habitude quand même d'avoir un peu des. On voit que vous drainez un public assez large. Mais la thématique nutritionnelle et de la dénutrition. Ouais, jusqu'à Beyoncé. Exactement. Donc, je continue à admettre des personnes en parallèle. Donc, on vous laisse continuer. 16 et on est quand même un petit peu plus que ça. Parce qu'après, une fois que ce sera fait, les gens ne pourront plus rattraper le truc. C'est plus compliqué de se connecter après, oui. Donc, si vous pouvez, effectivement. Ouais, si jamais vous avez des soucis, mettez-nous un message dans le chat. Donc, bon, je poursuis sur un petit mot sur la semaine de lutte contre la dénutrition. Donc, c'est quelque chose qui a été créé en 2016 par le collectif de lutte contre la dénutrition en partenariat avec le ministère de la Santé. Et c'est vrai que tous les ans, ça nous permet d'avoir une semaine pour nous mobiliser encore plus, hein, parce qu'on sait que vous êtes tous mobilisés tout au long de l'année sur cette thématique de la dénutrition.
Mais voilà, en tout cas, ça donne une belle dynamique. Donc, pour ceux qui arrivent, puisque j'admets d'autres personnes, on vous laisse scanner le QR code pour nous rejoindre sur l'application Kahoot et vous permettre après de répondre aux questions qui vont animer finalement tout au long de ce webinaire. Donc, on est un peu... Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme une capture d'écran pour garder le QR code quelque part ou... Parce que j'ai peur que... Ou c'est moi qui fais ça? Ouais, peut-être parce que. Ok, on va avancer, on va pas non plus... Attends, on l'enlève pas. Il est là. Il reste en haut. Hop. Bon, je l'aurais enregistré. Enfin, je l'aurais... c'est bon. Ok, donc je te propose quand même qu'on avance parce que... Ouais. Donc, on va lancer la première question, histoire de vous familiariser un petit peu avec. non, c'est pas le vieillissement et dénutrition. Vieillissement et dénutrition, la première question? C'est le titre. D'accord. Alors, où êtes-vous? Juste après. Donc, on vous invite à vous positionner pour qu'on voit un peu où chacun se situe. Donc, pour ça, il faut bouger la carte et pour que le pin se mette là où vous êtes. Et si certains ont rejoint et n'ont pas eu le temps de scanner, vous avez quand même en bas, sur kahoot.it, vous pouvez mettre le code PIN du jeu qui reste en bas, en fait, 411 54 74. Alors, ah bah, c'est beaucoup la Bretagne quand même. Hein. La Bretagne en force. La Bretagne en force. Alors, je vais repartager, Cathy. Je reprends la main si tu peux arrêter ton partage. Je peux arrêter mon partage. Je ne sais pas. Tu viennes sur Zoom. Hop. Alors, donc un mot. Hop. Ah mais non, je ne partage pas non plus. Il y a quand même un outil. Tac. Alors, je te laisse, Brigitte, je vais partager un petit mot sur le CAPS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, CAPS, l'acronyme, c'est Coordination pour l'amélioration des pratiques professionnelles en santé. On est une structure régionale, une équipe de 14 personnes et on accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux sur différents axes et thématiques, donc notamment à travers la formation, comme on accompagne sur les thématiques autour de l'analyse des pratiques des organisations, la pertinence des soins, l'engagement des usagers et des professionnels, un axe évidemment alimentation, nutrition, un axe identito-vigilance, un axe évaluation des établissements, donc certification pour le sanitaire et évaluation pour les établissements médico-sociaux, et un axe autour de la gestion des risques, la culture sécurité, et l'accompagnement des établissements à l'analyse des causes des événements indésirables graves. Voilà, en gros, tout ce qu'on peut proposer comme accompagnement et on est toujours en co-construction et on travaille à partir de vos demandes et on adapte nos accompagnements. Et donc, en tout cas, toutes ces choses-là ont un lien avec la thématique qui nous occupe aujourd'hui, voilà, qui est celle de la dénutrition. Alors, avant peut-être de poser la première question sur laquelle on va réagir, Docteur Durel, est-ce que vous voulez peut-être vous présenter? Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis médecin gériatre, coordonnateur dans un EHPAD entre Rennes et Saint-Malo, président de l'association régionale d'AMCOR, qui est l'association des médecins coordonnateurs de Haute-Bretagne, et le vice-président de l'association nationale des médecins coordonnateurs du médico-social, MCOR. Et j'ai toujours plaisir à venir partager mon expérience. Merci beaucoup en tout cas d'être présent. Alors, on vous propose une première question en lien avec la dénutrition et on partagera ensuite. Voilà, donc là, ça apparaît sur votre téléphone. Vous allez avoir plusieurs affirmations. Il peut y en avoir une ou plusieurs de vraies. On vous laisse voter pour l'affirmation ou les affirmations qui vous paraissent vraies. Quand on est une personne âgée en EHPAD, on a besoin de moins manger. Une personne atteinte d'obésité ne peut pas être dénutrie. Il est utile de bouger quel que soit l'âge et une soupe et un laitage sont un repas équilibré pour une personne âgée. Vous inquiétez pas, ça restera anonyme. On ne saura pas qui a voté quoi. Alors, donc on a
23, il est utile de bouger quel que soit l'âge. Et 3 personnes qui ont voté une personne atteinte d'obésité ne peut pas être dénutrie. Est-ce que je vous laisse réagir en premier, docteur Durel? Donc, ces questions-là, c'était surtout pour parler des phénomènes d'agisme. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression qu'une personne âgée, donc, du fait qu'elle dépense moins d'énergie, soi-disant, parce qu'elle marche moins, parce qu'elle a moins d'activité physique, aurait besoin de moins consommer donc, d'aliments. Et donc, alors qu'on n'est pas, donc on aurait même pu poser la question autrement. 80% des résidents d'EHPAD ont besoin de plus manger qu'une personne âgée à domicile. Parce que donc, si elles sont en EHPAD, c'est qu'elles sont atteintes de pathologies qui ont entraîné leur perte d'autonomie. Et parmi celles-ci, donc, que ce soit les insuffisances cardiaques, les pathologies inflammatoires, les pathologies cancéreuses, les pathologies infectieuses, bref, tout ce qui va augmenter le métabolisme de la personne nécessite plus d'énergie. Et donc, on a la personne qui véhicule elle-même donc, un yaourt et un petit suisse et ça me suffit. Donc, inconsciemment, nous fait croire que finalement, comme elle n'a pas beaucoup marché dans la journée, elle aurait besoin de moins manger. Et c'est vraiment donc auprès de tous les soignants et des familles qu'il faut se battre pour dire. Donc, le cœur, il continue, quel que soit l'âge, jusqu'à 123 ans, à battre 63 par minute. Le poumon à respirer 15 fois par et ainsi de suite. Et notre organisme continue à dépenser de l'énergie en permanence. Et donc, plus les pathologies sont présentes, 8 pathologies en moyenne par résident en EHPAD, 30% d'insuffisance cardiaque, 30% de cancer, 30% d'insuffisance rénale, bref. Donc, ces pathologies vont consommer encore plus d'énergie et nécessiter donc d'être attentifs. Et puis, sur le problème d'obésité, c'est-à-dire que quand on parle de dénutrition, on s'intéresse quasiment exclusivement à la dénutrition protéinée. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai une masse graisseuse importante que je ne peux pas avoir une chute, une baisse importante de ma donc, réserve en protéines. Et ce sont bien les protéines qui sont importantes pour se défendre contre les infections, pour être capable justement de continuer à marcher et de continuer à emmagasiner de l'énergie protéinée au niveau musculaire. Donc, sans activité physique, je ne peux pas conserver une masse musculaire et une dose de protéines importante. Donc voilà, effectivement, donc c'est vrai que c'est essentiel, hein, c'est ce que vous disiez, de lutter contre cet agisme qui peut exister et puis de faire attention, puisque même nous, en tant que professionnels, nous pouvons avoir hein, des représentations et des idées reçues sur les personnes que nous accompagnons. Et du coup, nous avons des idées reçues, les résidents ont des idées reçues, les familles ont des idées reçues. Ça commence à faire beaucoup d'idées reçues qui se superposent. Donc voilà, c'est essentiel d'être effectivement en capacité de pouvoir eh bien, lever, hein, expliquer ces idées reçues. Donc c'est vrai que je crois qu'on avait échangé ça, ce qui me semble, docteur Dural, que vous utilisez aussi cette comparaison de la voiture. Enfin, c'est vrai que c'est un peu la comparaison entre la voiture d'un certain âge, hein, une vieille Toyota qui consomme 15 ou 20 litres au 100 pour faire 100 km et une voiture hybride beaucoup plus récente qui consommerait 5 litres au 100. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec l'âge, pour faire la même chose, on va avoir besoin de plus d'énergie. Donc, il faut vraiment voilà, lutter contre ça. Et puis, effectivement, la dénutrition, c'est une question de muscle. Et on peut être en situation d'obésité avec du muscle, mais on peut être aussi en situation d'obésité avec une masse musculaire très faible. C'est ce qu'on appelle, et peut-être vous avez entendu ce mot-là déjà, l'obésité sarcopénique. Et puis effectivement, une soupe, un laitage et au lit, on entend ça quand même assez régulièrement. Hein. Brigitte, je pense que dans ta carrière, tu as beaucoup entendu ça. Et du coup, ça nous oblige peut-être en tant que professionnel à se réinventer un peu parce qu'on ne va pas réussir à convaincre la personne de manger un bœuf bourguignon le soir alors que toute sa vie, elle a mangé un peu plus léger. Par contre, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est là qu'on peut être un peu innovant en termes de cuisine et peut-être proposer des soupes enrichies ou des laitages enrichis. Tout à fait. Et puis peut-être aussi, on peut envisager de faire le lien avec le projet personnalisé, le projet d'accompagnement. Je pense à l'activité physique, à ce on peut proposer à la personne pour lui permettre d'avoir cette activité physique et ce maintien de la masse musculaire. Parce que c'est vrai que oui, il y avait une question sur il est important. Alors là, tout le monde avait répondu vrai, il me semble. Mais oui, année des Jeux Olympiques en 2024, on peut quand même pas oublier que l'activité physique adaptée, puisqu'il y a une activité physique adaptée à chacun, est très, très utile. Alors, n'hésitez pas hein, tout au long à réagir s'il y a des questions on répondra un peu au fur et à mesure aux questions en cas de besoin. Est-ce que, docteur Durel, c'était là que vous vouliez que je montre la balance Oui, oui.
Je pense que ça peut être donc un élément que l'on peut utiliser avec nos patients. Je pense aussi beaucoup au rôle que l'on peut avoir auprès des personnes qu'on peut accueillir en accueil de jour, en accueil temporaire. Pour expliquer que les besoins d'organisme que je vous expliquais vont plutôt avoir tendance à augmenter avec les pathologies présentes par les résidents qu'on accueille, et que lorsqu'ils sont en difficulté pour avoir des apports suffisants, ce déséquilibre explique la dénutrition. Et c'est quand même extrêmement fréquent, c'est plus de 40% des résidents en EHPAD. Et quand on regarde le nombre de personnes qui sont également dénutries à domicile, on voit bien que les dénutritions les plus importantes, c'est après des séjours hospitaliers, après une décompensation de quelque nature que ce soit, mais également de plus en plus, on rencontre des dénutries qui viennent du domicile. Souvent, maladie d'Alzheimer pour lesquelles la personne oublie de manger, va manger deux petits déjeuners et donc avec des apports protéinés quasiment nuls. On a donc un rôle, qu'on soit ou non centre de ressources territoriales de demain, mais d'éducation thérapeutique auprès des familles, auprès de nos équipes, pour faire passer le message que ce déséquilibre-là va entraîner des conséquences gravissimes. On augmente la mortalité par 2 à 4 et, et le nombre de maladies par 2 à 6. Donc, c'est vraiment l'élément essentiel sur lequel il faut s'appuyer. Je rebondis, je me permets, docteur Durel, sur ce que vous dites, parce que par expérience, quand effectivement certains résidents arrivent du domicile avec des habitudes d'une tartine de pain le soir et puis un yaourt, et bien effectivement, souvent on note une prise de poids et qui parfois peut être difficile à vivre pour certains résidents qui disent mais j'ai pris 4 kilos depuis que je suis arrivée. J'ai souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas des personnes qui sont à ce webinaire, mais c'est vrai qu'on a souvent à échanger, alors notamment avec des dames, sur cette prise de poids à l'entrée en EHPAD. Bah, c'est vrai que ce qu'on dit souvent avec ma collègue gériatre Fanny Ecomar, là, qui je crois est présente aujourd'hui, avec qui on anime une formation, c'est que on est dans une société qui valorise extrêmement la minceur et la perte de poids, et c'est une victoire de perdre du poids, etc. Et donc c'est pas forcément simple après de tenter d'expliquer que cette perte de poids qui a peut-être été présentée comme une bonne nouvelle tout au long de la vie n'en est en fait pas une, puisque malheureusement c'est plus souvent une perte de muscle qu'une perte de graisse, même si on aimerait bien le contraire. Et du coup, Cathy, je te propose ça fait le lien avec la question suivante. Donc, on va vous re-solliciter. Ah, on va essayer en tout cas. Oui. T'as perdu. Je vais partager mon écran entier, tant pis. Ah, voilà. Hop, donc vous allez avoir une nouvelle question. Vous la voyez bien, hein? Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas sur mon téléphone, sur l'écran aussi. Donc les critères validés par la Haute Autorité de Santé. Cochez ceux qui vous paraissent être des critères validés par la Haute Autorité de Santé, donc entre la perte de poids, la perte d'appétit et l'indice de masse corporelle, autrement appelé IMC. Critères diagnostiques. Critères diagnostiques, oui. Merci. Donc on vous laisse le petit temps de truc. Moi j'ai le droit à un bel effort avec parce que je vote en même temps. J'espère ne pas me tromper. Alors, la perte de poids et l'indice de masse corporelle ont été majoritairement votés. La perte d'appétit un peu moins et l'albumine basse moins aussi, mais quand même pour 9 personnes. Donc c'est très bien. On va pouvoir refaire le point sur les différents critères de diagnostic. Je vous propose de vous les projeter. Tac, tac. Alors, on essaye quoi, mais oui, il y a un petit temps de latence entre ce que je fais et voilà. Moi, j'ai pas la même chose alors, attendez, on va avancer. Tac, tac, voilà. Donc, les critères de diagnostic, et puis après, je laisserai le docteur Durel peut-être les expliciter un peu plus, mais en tout cas, voilà comment ils se présentent. Deux catégories de critères, ce qu'ils appellent les critères phénotypiques, donc qui sont en fait un peu des critères cliniques, et les critères étiologiques, que moi, j'appelle aussi volontiers la bonne raison d'être dénutri. Donc, vous voyez, dans les critères phénotypiques, c'est le poids qui arrive en premier lieu.
Donc l'indice de masse corporelle à moins de 22, donc c'est un seuil qui a été légèrement élevé par rapport aux recommandations précédentes qui dataient de 2007, puisque c'était un IMC à moins de 21. Donc l'indice de masse corporelle, hein, qui est donc avec le poids par rapport à la taille, et puis la sarcopénie, hein, donc qui là justement fait la part belle à cette question du muscle, puisque c'est la baisse de force musculaire et la baisse de masse musculaire, hein, le cumul des deux. Et une fois que vous avez un critère de ce type-là, vous y rajoutez un critère étiologique, donc qui va être une réduction de la prise alimentaire, hein, donc la baisse de l'appétit est bien un critère. Diminution de l'absorption digestive, donc, et situation d'agression, donc plutôt des critères médicaux. Et puis, c'est quand on en arrive à chercher la sévérité de la dénutrition, peut-être parce qu'on veut adapter la prise en charge ou parce qu'on peut en avoir besoin pour certaines évaluations ou pour le pathos, et là, le docteur Durel sera beaucoup plus expert que moi. C'est là qu'arrive en fait l'albumine, hein, que vous voyez en bas. Du coup, elle n'arrive vraiment que pour les personnes pour lesquelles vous savez qu'une dénutrition existe. Et en plus de ça, vous avez des mots champions du Scrabble, hein, qui sont écrits là sur la recommandation. Il faut vous assurer que votre laboratoire utilise la bonne technique d'analyse de l'albumine. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas de tous les laboratoires. Alors, je ne sais pas, docteur Durel, peut-être que vous voulez réagir. Bon, je veux dire, donc les critères, en effet, permettent d'inclure dans le cas de la dénutrition plus de personnes qu'auparavant. Pour bien montrer, je pense qu'il faut agir tôt et que la problématique qu'on rencontre parfois dans certaines situations, certains EHPAD, c'est que on va peser les résidents régulièrement, plus ou moins régulièrement selon les EHPAD que je visite, et j'en visite en moyenne de 2 ou 3 par semaine différentes. Et puis quand on a une erreur de peser, donc on va dire c'est sûrement la balance, c'est le pèse-personne, c'est le peser avec ou sans habit, avec ou sans fauteuil. Et puis on va dire bon, on verra la prochaine fois. Ce qui fait que donc on attend un mois et puis un mois plus tard, on a repris 5 kilos qu'on avait perdu un mois avant. On dit bah, donc c'est revenu à la normale. Et puis donc on va attendre 2 mois pour s'apercevoir que bah, finalement, ce n'était pas 5, mais c'était 4 et puis c'était 3. Et que cette perte de poids-là, elle commence déjà à être importante. Et donc sur cette spirale de nutrition que Nick Ferry avait mis en évidence il y a déjà quelques années, le petit trait pointillé, c'est le seuil de réversibilité. Et donc c'est important de pouvoir dire à tous les soignants, si on arrive trop tard et qu'on arrive à un moment donné avec un déficit protéiné tel que la personne va avoir des risques de chute majeure et se retrouver confinée au lit avec toutes les complications du décubitus que l'on connaît. Donc c'est trop tard, vous aurez beau mettre toutes les protéines que vous voulez, vous aurez beau les mettre même par Jéjuno ou par sonde de quelque nature que ce soit, vous ne pourrez plus jamais récupérer le poids initial et vous êtes dans une spirale qui va conduire au décès de votre personne. Donc c'est très tôt se dire j'ai, moi, en tant que soignant, un besoin nécessaire de participer à cette chaîne pluridisciplinaire pour entourer mon résident au mieux. Et je ne peux pas laisser passer un poids de plus ou moins 1 kilo sans réduire, sans immédiatement me dire qu'est-ce que je mets en place. Plus j'arriverai à proposer une activité physique et mettre en place des compléments nutritionnels adaptés pour la personne, que ce soit avec une alimentation enrichie maison ou avec d'autres produits, plus j'aurai de chances de pouvoir inverser. Si parallèlement, puisque dans les critères de la chaise que vous avez vu sur la diapositive précédente, j'ai essayé de faire en sorte que mon critère étiologique peut être accessible à une thérapeutique, que ce soit dans les situations d'agression, les pathologies inflammatoires, infectieuses ou cancéreuses, si on peut y avoir accès. Donc, les problématiques d'absorption digestive ou de réduction alimentaire, n'oublions pas que l'état bucco-dentaire de nos résidents est souvent le premier responsable de la diminution de la prise alimentaire. Et donc, j'ai vu un de mes collègues qui dit qu'en effet, en EHPAD, on est déjà tous avec au moins un critère étiologique et qu'il faut donc d'emblée, dès qu'on a un premier critère phénotypique, agir très vite. Parce qu'en effet, on a très souvent des personnes qui sont soit dénutries avant de rentrer, on l'expliquait tout à l'heure, soit avec des critères d'agression qu'on n'arrivera pas toujours à régler.
Donc oui, effectivement, et c'est vrai que vous avez raison d'insister. Enfin, sur cette spirale, ce qu'on voit bien, c'est quand même qu'il y a une part verte qui est importante, hein, où il est encore le temps d'agir. Alors c'est vrai que je vois dans le chat que souvent à l'arrivée en EHPAD, on est peut-être déjà à la limite du seuil de réversibilité. Oui, c'est possible, hein, les gens rentrent de plus en plus tard. Rentre de plus en plus tard en EHPAD, donc on peut arriver à ce moment-là. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que en tant que directeur, encadrement professionnel, etc., on soit tous convaincus que la dénutrition est une maladie qui peut entraîner le décès, hein, vous l'avez dit, mais une maladie qui est traitable. Alors, je vais juste répondre un tout petit peu. Il y a 2 questions sur l'albumine dans le chat auxquelles je vais répondre. La première question, effectivement, hein, dans les recommandations de 2007, l'albumine était un critère de diagnostic et de sévérité, mais on a maintenant des recos de 2021. Et donc, c'est les recommandations de 2021 qui font foi et du coup, qui se sont mis en fait sur les recommandations internationales, parce que ça fait assez longtemps que l'albumine dans les recommandations internationales n'est plus un critère de diagnostic sur la dénutrition, parce que ça n'est ni lié à la masse musculaire, ni lié aux apports alimentaires, et qu'en plus, c'est un dosage extrêmement instable. Par contre, ça a tout son intérêt en termes de sévérité et de savoir quel est voilà, le pronostic. Et effectivement, quelqu'un a évoqué un peu plus haut le fait qu'on ne pouvait pas utiliser l'électrophorèse des protéines pour doser l'albumine dans le cadre de la dénutrition. Effectivement, ça n'est pas une méthode qui est validée. C'est l'immunonéphélémétrie et l'immunoturbidimétrie qui sont les 2 méthodes que je suis incapable de vous expliquer, mais qui font foi. Que tu prononces bien, je trouve. T'as vu, beaucoup j'ai encore pas réussi. Mais... je me suis énormément, voilà. Et peut-être, je sais pas, Brigitte, est-ce que tu peux faire le lien sur les organisations, parce que c'est vrai que ça a été dit, un poids, faut que ce soit dans de bonnes conditions, faut que ça ait un sens. Effectivement, c'est vrai qu'on remarque avec le nombre de professionnels qui accompagnent un résident en EHPAD, on peut effectivement, si on n'a pas une organisation qui est écrite de surveillance du poids, avec un protocole qui dit qui fait quoi, à quel moment du mois on le fait et qui le fait, on peut arriver à effectivement ce que vous disiez, docteur Durel, des poids avec fauteuil, sans fauteuil, avec cale-pied, sans cale-pied, avec la tête, avec l'appui-tête du fauteuil. J'étais là avec la tête, sans la tête, c'est compliqué. Avec des poids de fauteuil qu'on ne retrouve pas ou des poids de fauteuil qui ont été identifiés, mais en fait, on a changé de fauteuil entre-temps. Donc, c'est vrai que ça, c'est un vrai préalable, c'est de déterminer en équipe comment on va organiser cette surveillance du poids et avec quel matériel, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'utiliser au maximum le même matériel à chaque fois. Donc, il faut que ce soit tracé quelque part et qu'on sache comment la personne a été pesée, puisque il y a des remplaçants, il y a des... La traçabilité, ça c'est indispensable. Et puis, c'est vrai que l'idée, c'est de sensibiliser les équipes à ce que quand je rentre un poids, j'aille vérifier le poids précédent et la cohérence, parce que quand on a 40 kilos d'écart, bon, bah, effectivement, y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, il y a cette démarche-là qui paraît simple, mais finalement, dans une routine du travail ou une charge de travail, on rentre un poids, on m'a demandé de rentrer le poids, et puis, quand on analyse les poids, effectivement, on se retrouve avec des incohérences. Et puis, il faut faire attention. Alors, 40 kilos, oui, mais moi, mon expérience, c'est aussi, parfois, quand les écarts sont plutôt 8 kilos, ou voilà, on part du principe que c'est une erreur. Mais ce n'est pas toujours une erreur. Il y a des pathologies qui font prendre du poids et d'autres qui peuvent faire perdre du poids assez rapidement. Et en fait, voilà, il ne faut pas partir du principe de se dire, oh, ce poids, j'en tiens pas compte, c'est une erreur. C'est plutôt, je vais peut-être aller le vérifier, parce que si ce n'est pas une erreur... Tout à fait. C'est vraiment ne pas se fier à notre interprétation, mais vraiment se fier aux faits, c'est-à-dire que j'ai un écart de poids, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, j'analyse, je vais vérifier, et effectivement, il s'avère parfois que c'est une erreur, mais pas nécessairement systématiquement. Et vous voyez sur la spirale là que j'ai enlevé à l'écran, mais c'est vrai que je voulais faire le lien en vous montrant, vous voyez bien que cette dénutrition qui va avoir un impact avec effectivement un risque de chute, de gravatisation, etc., a un impact majeur sur la qualité de vie de la personne, puisque ça va la limiter dans ses actions, dans ses activités et dans ses possibilités. Donc c'est pour ça aussi qu'on a intitulé le webinaire un enjeu pour la qualité de vie. Je vous propose qu'on passe à la dernière question et puis de toute façon, on aura l'opportunité de continuer à échanger.
Je ne peux plus partager. Ah, C'est embêtant. oui. Alors, on a un petit souci technique qui va se régler sans problème. Bien sûr. Voilà. Avec notre super Super assistante. Cathy, parce que la magie de Cathy. Donc, c'est voilà. Quelle prise en charge nutritionnelle vous paraissent adaptées chez une personne en EHPAD? Donc, encore une fois, plusieurs réponses sont possibles. Mettre en place un régime sans sel, donc prise en charge nutritionnelle, hein, pas de la dénutrition. Mettre en place un régime sans sel, préparer des enrichissements maison sans calculer les apports en protéines, proposer une collation nocturne ou remplacer un steak par un complément nutritionnel oral. Rien ne t'arrête, on me dit sur un Hangout. J'ai une petite flamme et rien ne t'arrête. Ça va vite 30 secondes. Alors, ça va vite 30 secondes. Donc, proposer une collation nocturne, très bien. Beaucoup de monde l'ont dit. Donc, on a quelques réponses sur préparer des enrichissements maison sans calculer les apports en protéines et remplacer un steak par un complément nutritionnel oral. Et personne n'a mis que mettre en place un régime sans sel était une bonne chose. Magnifique. Est-ce que vous voulez réagir, docteur Durel? Est-ce que c'est vous qui, lors de nos échanges, avez évoqué le premier, la question des enrichissements un peu sauvages? Donc, je pense que quand on a une cuisine locale, c'est sûrement plus intéressant d'essayer de se dire est-ce qu'on ne peut pas enrichir les plats que l'on propose. Simplement, je pense qu'il est important de savoir par quel degré de protéines est-ce qu'on enrichit. Et donc, différents EHPAD où j'ai été demandé de faire les calculs, c'est de 1 à 6 l'apport de protéines qu'on peut avoir. Donc, on peut monter avec certains jusqu'à 20 grammes de protéines par portion. Et dans d'autres cas, on s'aperçoit qu'il y a 1 ou 2 grammes parce que le cuisinier n'est pas formé, parce que ses assistants ne sont pas formés, parce qu'on met une cuillère, mais c'est quoi comme cuillère? C'est une cuillère à café, c'est une cuillère à soupe, c'est une pincée. Je suis sûr que ce sont des réalités et que donc on a l'impression de prescrire un complément nutritionnel en disant alimentation enrichie. Donc que la personne a bien sa crème, son yaourt enrichi, mais que comme on n'a pas les apports, on va se dire au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça ne fonctionne pas. On va passer à ce moment-là des formes qu'on va aller acheter au niveau de la pharmacie, où là on aura la quantité de protéines qui est bien indiquée sur le pot. Mais ces 3 mois qu'on aura perdu, la plupart du temps, c'est trop tard, quoi, puisque on revient encore sur cette spirale et cette irréversibilité. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec les cuisines, les chefs cuisine, la direction, donc les équipes soignantes, pour se dire de quel apport est-ce que on a une nécessité de pouvoir enrichir et donc de s'assurer en même temps que si on augmente l'apport en protéines, le goût va être, quels que soient les édulcorants qu'on va pouvoir ajouter, on a ce goût sûr qui va risquer de lasser la personne ou bien de la dégoûter et que avoir une crème qui n'est prise que aux 3 quarts, parfois plus du tout. Là encore une fois, on va attendre parfois plusieurs semaines avant qu'on nous dise ben, finalement elle n'en mange pratiquement plus, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement important de faire en sorte que oui, on peut faire d'excellentes choses, crème, gâteau avec des enrichissements maison, mais travaillons sur la quantité de protéines que l'on veut apporter. Je dirais à moins de 10 grammes, est-ce qu'on est vraiment certain qu'on va avoir une action thérapeutique? Je ne le pense pas. Donc, ça me semble important de faire attention à ça. Les autres éléments, c'était le steak, c'est plus pour le domicile. Je m'étais aperçu très souvent que je disais aux personnes, bah, écoutez, prenez un complément nutritionnel que je vais vous prescrire, ça, ça a l'équivalence protéinée d'un steak. Et les familles comprenaient que finalement, je n'avais plus besoin d'aller acheter de la viande chez le boucher, puisque la viande, désormais, elle était sous la forme d'un pot remboursé par la sécurité sociale que j'achetais à la pharmacie. Ça faisait des économies pour tout le monde, et on parle bien de compléments, et on ne parle pas de substitut de repas. Donc, c'est toute la problématique que l'on voit avec toutes les publicités qui peuvent être faites, où on confond les compléments et les substituts, de bien montrer que si je mets un complément au début du repas, risque de couper l'appétit. Si je mets un complément au niveau de collation qui sont trop proches des repas, je vais également limiter les apports derrière. Et que c'est pas, je suis très content d'avoir pris à 16h30 une collation avec un apport protéiné, mais 1 heure et demie plus tard, quand j'arrive à table, j'ai plus faim. Donc, les protéines de mon repas du soir, ben, je ne les prends pas non plus, quoi. Ça fait que je n'aurais finalement eu que mon complément. Donc, certes, il a la valeur d'un steak, mais donc, si j'ai eu besoin de protéines, c'est que j'ai besoin de mes 20 grammes en plus par jour.
Donc, c'est extrêmement important de faire attention à ça. Et en effet, je vois que quand la cuisine n'est pas faite sur place, je crois que dans ces cas-là, donc, si on n'a pas la garantie que les compléments, enrichissements apportés par le prestataire sont suffisants, bah, donc, on a les produits de l'industrie agroalimentaire qui peuvent faire le complément. C'est vrai que c'est assez essentiel. Peut-être les compléments nutritionnels oraux ont eu une presse parfois un peu compliquée dans les EHPAD. Enfin, moi, on m'a souvent, en demande initiale de formation, dit on voudrait remplacer les compléments nutritionnels par du maison, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de l'intérêt parce qu'on peut avoir de la variété gustative et puis voilà, faire plus de préparation. Mais effectivement, il faut être en capacité de savoir de combien on augmente. Parce que est-ce que c'est juste un petit complément qu'on apporte et voilà, ou est-ce que vraiment on est en capacité de remplacer un produit industriel? Est-ce que c'est suffisant? Et c'est vrai que je vois bien, quelqu'un qui met dans le chat, on a essayé de quantifier l'apport, mais trop de différences par cuisinier. Ben, vraiment sur de l'enrichissement, on est sur des fiches techniques. Autant c'est compliqué, je sais en EHPAD d'avoir des fiches techniques sur toutes les préparations parce que c'est énormément de travail. Par contre, sur quelque chose d'enrichi qui est donc un soin en fait enfin l'alimentation dans tous les cas est un soin, mais là un soin de prise en charge de la dénutrition, on ne peut pas laisser les choses au hasard et on ne peut pas laisser ça au bon vouloir de tel cuisinier ou tel cuisinier. Il faut que ce soit voilà vraiment cadré. Et l'autre chose qui est aussi essentielle, et docteur Durel l'a dit, et comme ça après je vais te passer la parole parce que ça va faire le lien en termes d'organisation, c'est que un complément nutritionnel efficace est un complément nutritionnel qui est pris en intégralité et régulièrement. Donc effectivement, si c'est pour en manger la moitié ou 2 cuillères, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre façon de voir les choses. Et pour savoir ça, eh bien, il faut que ce soit tracé, parce que je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi, la mienne, c'est que quand on arrive dans le service pour savoir si Madame Untel a mangé son complément, bah, malheureusement, l'aide-soignante qu'on voit, revient de vacances, et puis la deuxième qu'on voit, elle n'était pas là ce week-end, et a priori, c'est ce week-end qu'il y a eu des soucis. Donc, si ce n'est pas tracé dans le dossier, voilà, c'est compliqué. Et puis peut-être le troisième point qui est essentiel, c'est que on est en France, l'alimentation, ça n'est pas rien. C'est la santé, mais c'est aussi un lien social et très important. C'est la Madeleine de Proust. Voilà, c'est beaucoup de choses et ça concourt à la qualité de vie. Manger. Et moi, j'ai envie de faire le lien avant l'organisation avec encore le projet personnalisé et le recueil du vécu et des attentes de la personne. Chaque individu est unique et avait des habitudes avant d'entrer en EHPAD, des habitudes d'alimentation ou en tout cas pour se mettre à table ou autre. Et je pense que c'est vraiment important de rencontrer le résident, de voir avec lui ses habitudes en termes d'alimentation, dans quel contexte, qu'est-ce qui peut lui convenir. Et puis, parce que sinon, on va forcément se confronter à des refus ou à des gens qui, effectivement, vont se lasser. Parce que quand vous prenez des compléments alimentaires tous les jours pendant 2 ans, les gens se lassent. C'est comment on peut diversifier. Et puis, effectivement, cette traçabilité, c'est pour moi la sensibilisation des professionnels au fait que quelqu'un qui ne termine pas ou qui prend un quart de son CNO, d'ailleurs, ça doit alerter. Et effectivement, on s'alerte et on le trace pour qu'on puisse ensuite analyser ce refus de prise ou en tout cas cette fatigue peut-être à prendre ou parce que tout simplement parfois le goût n'est pas juste adapté à la personne. Donc, c'est vraiment recentrer, remettre la personne au cœur de son accompagnement et en capacité de dire ce qui lui convient ou pas. Ça, et puis, effectivement, tracer pour qu'on puisse retrouver les éléments, pouvoir faire le lien avec le poids, enfin, avec les habitudes de repas. Et puis, on parlait de la collation de nuit. Effectivement, l'importance aussi la nuit de pouvoir avoir une continuité d'accompagnement, une traçabilité par l'équipe de nuit de ce qui a été pris éventuellement par la personne. Euh, voilà. Donc, souvent, on peut s'appuyer sur les logiciels soins. Je sais qu'il y a des logiciels qui permettent même de rajouter dans les plans de soins les compléments nutritionnels. Puis après, il y a les fiches de suivi alimentaire, il y a des documents qui permettent d'avoir ce suivi-là.
Et c'est vrai que ça fait le lien avec ce que disait le docteur Durel. C'est vrai que la solution, ça n'est effectivement pas de donner des prises alimentaires. On sait qu'il faut fractionner, mais parfois on donne le petit déjeuner, puis on donne une collation à 10 heures, et puis c'est le repas du midi, et puis on donne une collation à 14 heures, et puis voilà. Et c'est vrai que malheureusement, non, ça ne fonctionne pas, hein. Vous le disiez, docteur Durel, si je mange quelque chose à 14 heures ou à 15 heures très riche en protéines, est-ce que je vais encore avoir faim plus tard? Enfin, il faut, voilà, je sais qu'avec les organisations en établissement et les horaires des repas, ça n'est pas simple, mais effectivement, c'est pour ça que, alors c'est pareil, hein, on sait que l'organisation la nuit n'est pas du plus simple non plus, mais quand on a la possibilité de donner une collation dans la fin de soirée, la nuit ou le début, entre guillemets, de matinée, enfin, il y a des gens qui se réveillent à 5 heures du matin et qui vont attendre un petit déjeuner à 8 heures ou 9 heures. C'est vrai que là, on a vraiment des moments où on est sûr que donner une collation ne va pas couper l'appétit. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est peut-être que vous vous dites que par rapport à votre organisation, au nombre de professionnels que vous êtes dans le service la nuit, peut-être que vous êtes en capacité de donner une ou deux collations nocturnes dans de bonnes conditions. Une fois qu'on a acté ça, après en équipe, on se dit, Madame Untel, pour laquelle on est en pleine prise en charge de la dénutrition, on va lui donner, et qui ne dort pas la nuit, évidemment, on ne va pas aller la réveiller, on va lui donner une collation nocturne. Il faut effectivement faire en fonction de nos possibilités aussi, hein. Tout à fait. Puis il y a aussi évaluer l'autonomie de la personne à gérer ça. Enfin, je veux dire, il y a des résidents qui sont en mesure de gérer la prise d'une collation la nuit, enfin, d'un CNO, à partir du moment où ça n'a pas nécessairement besoin d'être au froid, enfin au frais. Voilà, il y a des choses qui sont possibles en termes d'autonomie et de laisser aussi le pouvoir d'agir aux résidents. Plutôt que d'être voilà, de subir en fait cet apport-là, c'est lui redonner ce pouvoir d'agir, quoi. Pour quand c'est possible, évidemment, au regard de l'autonomie de la personne. Est-ce que vous vouliez compléter, docteur Durel? Non, non, je pense que vous avez donc, tout dit. Je pense que si on prend donc, en charge, en main, que on s'entoure de toute l'équipe pour essayer donc, d'être efficace, c'est bien qu'on a donc fait un diagnostic. Et ce que disait ma collègue de Colussi, il va dire qu'à partir du moment où j'ai fait un diagnostic, c'est considéré comme un soin. Et la question est, est-ce qu'on a envie vraiment donc, de faire le pari donc de renutrir cette personne-là en protéines ou pas? Donc, si on ne l'a plus, parce qu'à un moment donné, je vois également donc, des CNO qui sont prescrits de manière extrêmement importante pour une personne atteinte d'une démence de type Alzheimer à un stade extrêmement avancé. Donc, et là, on sait très bien que vous pouvez tout donner, ça ne fonctionnera jamais. Et ce qu'on n'est pas donc à l'inverse donc, de la qualité d'accompagnement qu'on souhaiterait tous. Et à ce moment-là, quand on parle d'alimentation plaisir, elle peut contenir des protéines pour garder donc, un minimum de capacité à régénérer sur des pansements, des plaies, des choses comme ça. Bien sûr qu'on ne va pas lui donner que du sucre. Mais s'il ne prend pratiquement plus rien comme protéines, l'alimentation plaisir, c'est pas de se retrouver avec deux CNO qui vont m'empêcher de manger donc, ce que j'aurais pu aimer le soir donc, et le potage où j'ai plus faim parce que mon CNO a été donné une demi-heure avant. Donc je pense que réévaluer me semble important. Donc, si je prends le cadre de l'évaluation pathos, tel que donc, mes collègues et puis les équipes la pratiquent, au bout de 6 mois, si je n'ai pas eu de capacité à renouveler la personne, c'est trop tard, on ne pourra plus rien faire. Donc, continuer à prescrire un CNO au-delà de 6 mois en EHPAD pour une personne atteinte de démence, je devrais plutôt me poser la question, est-ce que je ne suis pas dans une démarche donc, de palliative qui va de longue durée qui se met en place, et à ce moment-là, tout est axé sur le plaisir, sur le confort, sur les goûts de la personne. Et la protéine n'est plus mon objectif. Donc, j'ai changé d'objectif, j'ai changé de type de soins, et bien sûr, donc, j'ai une prescription qui doit donc, aller dans ce sens-là. Mais par contre, plus j'attendrai donc, avant de mettre en place les protéines, on l'a vu, plus je risque de ne plus être capable d'avoir cet effet de réversibilité. Et si je ne réévalue pas ce que je donne, donc on parlait tout à l'heure de l'albumine, qui peut parfois être aussi un moyen de suivi dans le cadre de dénutrition sévère. Donc, est-ce que mes compléments maison sont suffisants? Parfois, donc, le cuisinier va dire, donc, quand on demande trop le goût, je n'arrive pas à avoir quelque chose qui puisse être acceptable. Donc là, on peut faire appel à des CNO de l'industrie qui vont avoir des capacités d'augmentation et d'enrichissement beaucoup plus importantes pendant une période courte
pendant 2 mois, 3 mois. Donc, je vais donc avoir ces apports-là et je réévalue derrière l'efficacité sur ma courbe de poids, sur mon albumine, donc, et sur mon IMC. Bah, c'est vrai que c'est essentiel de s'être fixé des objectifs, hein, et ça fait le lien avec ce que tu disais, Brigitte, sur le projet d'accompagnement personnalisé. C'est vrai que quand vous avez posé un diagnostic de dénutrition, après la question c'est de savoir est-ce que mon objectif, entre guillemets, c'est vraiment de guérir cette dénutrition, c'est-à-dire de faire disparaître le critère clinique, hein, donc qui, je vous rappelle, sont le poids, la sarcopénie, alors un peu plus difficile à évaluer, et puis l'indice de masse corporelle. Donc, est-ce que je pense que ces critères-là peuvent redevenir dans la normale, ou est-ce que mon objectif, c'est juste que la personne arrête de perdre du poids, par exemple, ou que son escarre soit cicatrisé, ou voilà. Et puis, tout l'enjeu est, en fait, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un peu volontiers l'alimentation plaisir, qui est un peu quand on n'a plus vraiment d'objectifs nutritionnels, mais il y a quand même un enjeu avant ça, en se disant comment je fais pour avoir une alimentation quand même qui fait plaisir, mais tout en ayant quand même des objectifs nutritionnels, puisque je pense en être plutôt à un stade où je peux voilà, prendre en soin cette dénutrition. Mais ça, c'est important de se fixer des objectifs et puis de voir si c'est en adéquation avec les souhaits de la personne et ce qu'elle imagine. Et puis que ces objectifs soient connus par l'ensemble de l'équipe, parce que c'est la question du sens aussi. Parfois, l'équipe n'a pas notion forcément de cet objectif, ce que vous disiez, docteur Durel, sur c'est quoi l'objectif pour la personne. Est-ce que c'est effectivement de reprendre du poids? Est-ce que c'est de maintenir un état pour éviter de descendre dans la spirale? Et quand vous n'avez pas notion en tant que soignant de pourquoi je fais ça, ben, ça perd du sens et c'est fait ou c'est pas fait en fonction de... Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect d'information, de communication à l'équipe. Et puis, ça peut faire le lien, par exemple, avec la mise en place de référents nutrition dans l'équipe de professionnels. Enfin voilà, ça c'est des idées comme parmi d'autres, mais n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez là, des questions éventuellement, parce que nous on peut continuer à parler pendant un petit bout de temps, ou si vous avez aussi peut-être des expériences à partager, hein, on en a vu quelques-uns qui ont... Alors, comment vous gérez... Ah oui, mais on n'a pas la totalité de la question. Vous pouvez aussi éventuellement ouvrir votre micro, hein, si vous préférez, Laetitia Mérin. Le lien avec les médecins traitants. J'ai bien envie de laisser le docteur Durel avec cette épineuse question. Non. Ça fait le lien avec un élément que je voulais donc, aborder, c'était la courbe de poids. Et pas simplement le poids donc isolé. On l'a vu tout à l'heure, un poids donc, qui est décalé par rapport au précédent donc, doit nous interpeller, mais la courbe de poids est extrêmement enrichissante pour les équipes et notamment donc, après pour les médecins traitants. Et quand on regarde une cassure de la courbe de poids, on doit toujours se dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que donc, le manque d'apport donc, est lié, donc, je disais tout à l'heure, à une pathologie bucco-dentaire qui fait que j'ai du mal à avaler? Est-ce que c'est pathologie d'absorption? Et puis, donc, très souvent, on va trouver donc, une cause d'augmentation des dépenses, donc infectieuses, inflammatoires, traumatiques, cutanées, bref. Et puis, quand on ne trouve rien, donc personne, enfin, très souvent, on met du retard à se dire, mais est-ce que ce n'est pas un problème dépressif, quoi? Et que donc, de pouvoir dire à un moment donné, donc, ce critère donc, de diminution des apports, il est lié à une pathologie. Et j'aime toujours dire, il n'est pas comme hier, regardez la courbe. Il y a un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et quand, moi qui fais beaucoup d'évaluations en pathos, donc les équipes, quand elles connaissent bien le résident, elles disent, là, c'est une surhospitalisation. Là, en avril, c'est sa chute. Là, au mois de mai, il a fait une dépression parce que son mari est décédé. Et on a ainsi de suite les éléments. Et je me dis, ben non, finalement, regardez à partir de quand vous avez mis des CNO. Vous avez attendu 2 mois, 3 mois pour les mettre en place. Alors que la courbe, vous la donnez tout de suite, quoi. Vous aviez à l'écran donc l'image donc d'une cassure, d'une rupture avec un équilibre. Donc cette balance qui à un moment donné donc a basculé donc vers la négociation. Donc c'est bien que manque d'apport ou augmentation des dépenses. Donc je ne vois pas d'augmentation de dépenses. Les manques d'apport, je n'ai pas de pathologie qui m'explique. Pensez que la personne peut avoir des troubles donc non seulement cognitifs mais surtout dépressifs. C'est 30% de nos résidents. Et donc, quand je vois une courbe de l'autre côté où que ça rassure, parce que la personne prend du poids, bah, prendre 3 kilos en un mois, dans 90% des cas, c'est de la flotte. Donc, c'est une insuffisance cardiaque. 30% de nos résidents est porteur d'insuffisance cardiaque. Et là aussi, j'ai une urgence, quoi. Donc, j'explique souvent aux soignants, tant que j'ai de l'eau jusqu'au niveau des genoux, je sais faire.
Arrivé au bassin, ça devient compliqué. Quand c'est au niveau des poumons, c'est un OAP et j'ai 70% de décès. Donc, plus vite je vais intervenir dans une prise de poids rapide, plus je pourrai agir. Plus vite je vais pouvoir réagir face à une perte de poids rapide, plus j'aurai des chances de pouvoir espérer maintenir quelque chose. Mais c'est vraiment les poids isolés, on a parfois certains soignants ne voient plus le sens à ce qu'ils font. On me demande de peser, ben je pèse. Donc, puis j'ai oublié parce que le patient n'était pas à la douche aujourd'hui, parce qu'il a été sur l'examen chez le dentiste, c'était donc la semaine chez ses enfants. Bref, on a mille causes que j'entends. Le pèse personne qui n'était pas branchée, c'était la personne qui ne voulait pas se lever. Bref, mais personne ne se dit, mais est-ce que demain, la semaine prochaine, on va le refaire quoi. Et quand je vois une courbe à un moment donné, je me dis, tiens, finalement, donc on est tous responsables de cet accompagnement-là et qu'on va pouvoir prendre des bonnes décisions. Quand je vois, que j'ai dû me mettre tous les CNO et que je suis maintenant avec un IMC qui est à 15, une albumine qui est donc à 20 et donc une perte de poids de 20 kilos depuis le début de l'année et que je vois encore des CNO de prescrit un traitement pour le cholestérol, je me dis, ben, est-ce que le médecin traitant a vu cette courbe-là? Et je pense que le lien avec le médecin traitant, ça peut être simplement parfois de lui montrer la courbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble quoi. On veut bien, nous, être partenaire avec le médecin. Dites-nous aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Euh, Si vous prescrivez un CNO et qu'on a un CNO maison, il faut qu'on puisse lui assurer qu'on va garantir que l'apport de protéines qu'il prescrit sera le même, qu'on aura un suivi, qu'on aura une réévaluation avec lui. Et à un moment donné, la courbe, est-ce que je laisse des hypertensions, des hyperglycémies sans rien faire? C'est un peu pareil avec les nutritions. Est-ce que je fais quelque chose ou pas? Si vous êtes avec nous, bah, on ira plus loin. Maintenant, le médecin qui ne veut pas prescrire, on peut enrichir certains repas. La question éthique, c'est de dire bah, qui prend la décision. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un peu de l'impliquer dans cette boucle-là. Et je pense que la courbe est plus importante qu'un seul point. Donc, n'hésitez pas. Oui, ça a l'air d'être bon. Vous avez répondu. Donc, voilà, c'est vrai que c'est important. Je pense que c'est très important que les personnes, les aides-soignantes ou les ASH, ou le professionnel, en fait, qui prend les poids au sein de votre établissement, ait conscience qu'il fait quelque chose de fondamental qui a un lien avec le diagnostic de beaucoup de pathologies, que ce soit une prise de poids ou une perte de poids. Euh, Moi, vraiment, ça, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est que ça n'est jamais normal de perdre du poids. Enfin, l'organisme est fait pour l'équilibre. Quand on perd du poids, c'est qu'il se passe quelque chose, soit une baisse des apports, une augmentation des dépenses ou peut-être tout. Et pour refaire le lien avec le tout début, parfois les petites idées préconçues, les préjugés qu'on peut avoir, faites attention, la perte de poids chez tout le monde est un signe inquiétant, même chez quelqu'un qui pèse 100 kilos, parce que on a bien voulu nous faire croire que peut-être ce serait mieux pour qu'elle marche ou pour qu'elle se lève ou pour son fauteuil ou pour mettre une prothèse de hanche. Mais en fait, pas du tout, puisque c'est du muscle en majorité. Donc, à aucun moment, voilà, ça ne peut aider à se déplacer. Donc, vraiment, voilà, ayez ça en tête. C'est un signe d'alerte. Après, parfois, pourra rien faire. Hein. C'est quelque chose qu'il faut aussi admettre et accepter et accompagner en équipe. Mais et puis échanger sur le bénéfice-risque que vous disiez tout à l'heure, puisqu'on parle de qualité de vie, c'est à quel moment effectivement on échange aussi sur le fait que ces compléments nutritionnels finalement qu'on va bien donner ne vont pas permettre à la personne de récupérer. Comment on échange avec le résident et ou son entourage sur cet accompagnement et comment on favorise une alimentation de plaisir. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions, soit dans le chat, soit si quelqu'un veut prendre la parole ou partager quelque chose avec nous? Moi, je voudrais juste parler un petit peu justement des prescriptions. Parce que normalement, tout ce qui est supplémentation, enrichissement, pour moi, c'est une prescription médicale. C'est aussi parce que nous, on enrichit certaines choses en restauration. On enrichit aussi, par exemple, des pots de fromage blanc avec de la poudre de protéines ou de l'huile de colza. Mais voilà, parce qu'on a mis un protocole en place en interne. Mais moi, j'ai pas la prescription souvent. J'ai présenté le protocole aux médecins libéraux.
mais j'ai pas forcément la prescription qui suit. Donc moi, je passe outre parce que je considère que ben, je prends la responsabilité de supplémenter, par exemple, en poudre de protéines, un fromage blanc et avec un peu d'huile de colza pour justement que le résident ait plus d'apport de protéines, mais j'ai pas forcément la prescription qui va avec. Et j'ai proposé, moi, à mon médecin co aussi de mettre en place des ordonnances types en fonction du protocole qu'on a défini en interne et elle n'y est pas favorable. Donc c'est aussi comment on arrive voilà, à faire passer des messages, parce que moi j'ai un médecin co qui n'est pas forcément, qui n'adhère pas forcément. Et après, j'ai des médecins libéraux qui, bon, qui passent vite, qui n'ont pas forcément le temps. Donc, c'est vrai que moi, je sensibilise beaucoup les équipes IDE aussi, avec des référentes nutrition, en disant, c'est vous qui êtes garante de passer la bonne information aux médecins traitants pour qu'on arrive à avoir des prescriptions voilà, en fonction de ce qu'on veut arriver à faire en interne. Et la prescription, moi, me pose beaucoup de problèmes parce que je ne l'ai pas systématiquement. Et ce qui n'est pas légal, on va dire. Je vais vous répondre avec une forme de boutade. Recontactez votre médecin coordinateur la veille de sa coupe patos. Donc, une dénutrition sévère, c'est 391 points. Et donc, pour avoir les critères de dénutrition sévère, donc vraiment sa coupe patos avec 391 points par résident, ben, il faut qu'il ait la prescription du médecin traitant. Donc, et que les critères, donc vous les avez montrés à l'écran tout à l'heure de l'HAS, donc sont parfaitement clairs. Donc, vos protocoles à partir de critères HAS, donc Oui. c'est au minimum 57 points de pathos. Mais si j'ai une dénutrition sévère, et là j'applique tout le monde, bah, c'est mes 391 points. Alors, on ne fait pas que du pathos, et heureusement, Non, hein, mais mais quand on intègre dans une démarche qualité, intérêt au plan de soins, au plan d'accompagnement personnalisé, aux décisions d'arrêt de traitement, de limitation de traitement et de soins palliatifs, donc on a bien la nutrition qui est au cœur de nos préoccupations. Je vais essayer de répondre à deux questions. Alors, comment faire du muscle en EHPAD? Ben, de toute façon, pour faire du muscle, il faut manger des protéines et il faut bouger. Donc, ben, la solution, c'est probablement les groupes d'activité physique adaptés si vous en avez. Et puis, c'est aussi l'accompagnement des professionnels à pied vers la salle à manger, même si c'est que la moitié du chemin et qu'on emmène le fauteuil roulant en même temps. C'est La verticalité quand c'est voilà. possible. Parfois, quand la personne refuse une toilette, ne pas trop se batailler, plutôt profiter de ce temps-là pour marcher un peu ou faire quelque chose. Enfin, en tout cas, l'activité physique, c'est fondamental. C'est parfois un peu le parent pauvre de la prise en charge nutritionnelle. Et je sais aussi que ça prend du temps. Hein. On ne va pas du tout limiter les contraintes. Mais en tout cas, voilà. On ne peut pas faire de muscle juste en mangeant des protéines et on ne peut pas faire de muscle juste en bougeant si on ne mange pas du tout de protéines. Donc, de toute façon, c'est les deux. Et pour moi, l'activité physique fait partie des soins, alors de beaucoup, beaucoup de pathologies, mais en particulier de la dénutrition. Et peut-être pour essayer de répondre, Madame Mérin, et peut-être que Dr Durel complétera, mais alors je ne sais pas exactement voilà, ce que vous attendiez, mais les recommandations de prise en charge de la dénutrition, elles sont les mêmes, entre guillemets, même si la personne a une pathologie, dans la mesure où on estime que le risque le plus important. Et mes collègues de néphrologie, puisque vous avez évoqué l'insuffisance rénale, y compris chez des personnes avec des insuffisances rénales très avancées et des dialyses, ne font pas de restrictions en protéines en gériatrie chez des personnes dénutries, puisque pour elles, c'est la dénutrition qui prend le dessus. Manger, bouger, c'est valable à tout âge, oui. Alors, les médecins traitants notent sur les prescriptions CNO, mais sans notifier la quantité de protéines. Alors, oui, effectivement, et on voit bien qu'entre une crème qui apporte 12 grammes de protéines et un liquide qui apporte 20 grammes, c'est pas forcément exactement la même chose. Donc, bah, quand il y a des diététiciens, en général, c'est un peu le diététicien peut-être qui gère sur la quantité. Après, on vise souvent un supplément de 20 grammes de protéines. Bon, ça va dépendre du poids de la personne. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, docteur Durel. C'est être ceux qui le prennent, c'est le principal. Donc, on part du plus haut et après on voit en fonction de l'acceptation de la personne. Mais si on peut avoir ces 20 grammes, je pense que c'est déjà une bonne chose. Oui.
Et puis en général, on dépasse, enfin, je sais pas, ma collègue me dit combien de fois par jour. C'est vrai que c'est souvent 2 compléments par jour. C'est un peu la norme. Et encore une fois, parfois on fait plus, parfois on fait moins. Ça dépend de l'acceptation. Mais en tout cas, la prescription entre guillemets type, ça va être de 2 par jour. Et oui, il y aura un replay. Et voilà. Et ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être faire un petit tour de table de notre côté du mot de la fin. Est-ce que, docteur Durel, vous avez une petite information, votre mot de la fin sur ce webinaire à partager avec nous? Courbe de poids, donc rapidité d'intervention et réévaluation, je dirais c'est les 3 éléments qu'on va essayer de vous partager et c'est ce que j'aurais envie de garder moi comme message à donner aux équipes soignantes. Est-ce que Brigitte... Bah moi, j'avais envie de refaire le lien avec le projet personnalisé. Vous allez dire, c'est mon obsession, mais c'est peut-être que dans un des objectifs du projet personnalisé, quand on a identifié un risque de dénutrition, il peut être celui-là, c'est-à-dire que comment on pose cet objectif de prévenir le risque de dénutrition, ou en tout cas d'éviter qu'elle ne s'aggrave, et quelles actions on va mettre en place précisément, comment on communique au reste de l'équipe pour que tout le monde effectivement soit acteur et accompagne nos résidents dans cette démarche. Et du coup, moi, j'aurais tendance à dire ce que j'ai dit un peu au début, c'est-à-dire déjà d'être soi-même convaincu que la dénutrition est une maladie qui peut être prise en charge et soignée, et que, bien entendu, il ne faut pas que ça nous fasse oublier que l'alimentation, alors, est un soin, c'est essentiel, mais est aussi un plaisir et un acte de la vie sociale, et que tout à l'heure, le docteur Durel l'a dit, quand on est en dépression, souvent on perd du poids. Alors, il faut quand même essayer de garder ces moments de convivialité, voilà, et de plaisir. Et si vous êtes un peu en difficulté sur le diagnostic, entre les nouveaux critères, les anciens critères, etc., voilà, gardez vraiment en tête que le poids, l'indice de masse corporelle, c'est le plus important, et que l'albumine a changé de place. Elle n'est vraiment plus un critère de diagnostic, mais elle est devenue un critère de sévérité. Alors, en tout cas, nous, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et puis, voilà, n'hésitez pas à... Oui, si, quand même, je devais partager, sinon je vais me faire retoquer par Cathy. Je devais quand même partager... Ah bah, ça, c'est votre partage s'est arrêté. Le fait que au niveau du CAPS Bretagne, on propose un certain nombre d'actions en lien avec l'alimentation nutrition, mais aussi le projet personnalisé. Et que du coup, voilà, vous avez un certain nombre de ressources sur notre site internet, donc vous avez l'adresse à gauche. Et oui, si beaucoup d'entre vous sont d'établissements adhérents au CAPS, vous bénéficiez d'un espace adhérent avec des ressources. Donc, si jamais vous n'aviez pas votre accès à l'espace adhérent, vous avez en tout petit en bas une adresse mail gcs.caps@chu-rn.fr pour qu'on crée votre espace adhérent. Et puis sur la nutrition, n'hésitez pas à nous solliciter sur des formations ou d'autres accompagnements, soit moi, soit on collabore avec ma collègue. N'hésitez pas, il faut vraiment qu'on soit tous mobilisés sur ce sujet de la dénutrition. Et merci pour vos messages dans le chat. Merci beaucoup. Merci, au revoir.